Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 151 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous débrief du mardi. À ma gauche, Raphaël Masmejean, bonjour. Salut à tous. Toujours en t-shirt, mais il faut dire que l'été dure très longtemps à Paris cette année. C'est ça. En face de moi, Grégory Richard, bonjour. Bonjour. Avec un t-shirt des New York Knicks. Tout à fait. Et un peu plus vêtu, parce que comme on revient de Londres, on fait un petit peu attention quand même. Ouais, mais bon, Fait en toujours un t-shirt petit peu aussi. frais. Je suis en t-shirt aussi, tout le monde est en t-shirt. Il fait super beau, on sait pas pourquoi. Sauf Camille, par contre, qui est en pull. Bonjour Camille. Bonjour. À la technique, Camille Sarabène, évidemment. On vous rappelle que le podcast Jean Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées NFL tous les dimanches, encore cette année à partir de 19h, écran géant, Red Zone et tout ce qu'il faut. On vous rappelle aussi d'ailleurs qu'on sera au Hard Rock Café Paris le mardi 8 novembre à partir de 18h. Si vous voulez venir, vous êtes évidemment les bienvenus. Enregistrement du podcast en public. On fera un petit Facebook Live avant, comme on a fait les dernières fois. Comme ça permet à toute la France d'être avec nous, voire le monde entier. Que dis-je, et puis après enregistrement au public, repas avec nous après, donc n'hésitez pas à venir, c'est toujours très sympa. Au programme, un nouveau match nul, les Cowboys qui continuent à tourner, les Falcons qui gardent le cap, les Panthers qui se relèvent. C'est parti pour un nouveau podcast. In the gun with Elliott to his left. Beasley right slot, second and goal. He's going to throw. Looking lit out. Starts up the middle. Now he pulls it back. Now he peels around left. Now he throws it in the end zone. Jason Witten. Touchdown. Cowboys win. It feels completely ridiculous that I'm a willing participant. Gazing at the Bengals 27, Redskins 27. Non, je ne fais pas une erreur. Les deux équipes ont le même score. Ça arrive encore. Est-ce que tout le monde a compris dans le stade? C'est ma première question, Grégory. Tu étais à Londres. Non, mais c'est vrai. On parle souvent de les gens découvrent le foot quand il y a un safety dans la end zone ou un truc comme ça. C'est un peu relou à expliquer. Là, tu as 80 000 personnes à Wembley. Il y en a qui découvrent. Et à la fin du match, ils sont repartis et personne n'avait gagné. Est-ce qu'il y avait de l'incompréhension? Est-ce que des gens saignaient du nez? Est-ce que des gens ont erré devant Wembley jusqu'au métro? Comment ça s'est passé? Alors, je sais pas. Oui, ils sont quand même restés un petit moment un peu à gare. En tout cas, ceux qui n'étaient pas très très loin de nous. Mais alors, pour le coup, et ça, je pense que c'est pas la première fois qu'on le dit, mais les joueurs eux-mêmes sont toujours dans une forme d'incompréhension vis-à-vis de cette règle. Je crois que ça, c'est le mieux quand même. Oui. Il y a quand même des joueurs, il faut le rappeler au fil des années, hein, il y a toujours un ou deux joueurs dans l'année qui ne savaient pas que c'était possible qu'il y ait un match nul. Je pense qu'il n'y a que les kickers qui sont vraiment au courant parce qu'ils se rendent compte après de leur connerie, mais sinon, Alors, par l'occurrence sur ce match-là. Voilà, d'ailleurs, s'il y a un match nul, c'est pas forcément parce que les équipes sont égales, c'est parce que les kickers sont nuls cette année. C'était déjà un thème sur le Seahawks Cardinals où il y a eu égalité la semaine dernière, et là, field goal de 34 yards, pardon. 84 yards, on aurait pu comprendre quand même. Field goal de 34 yards manqué par les Redskins en prolongation. Donc match nul, voilà, il faut se contenter de ça. Je déteste ça. Raphaël, il s'en fout, mais moi je déteste ça. Kirk Cousins, Andy Dalton, qui t'a fait la meilleure impression? C'est dur parce que du coup, d'habitude, je commence par le gagnant, tu vois, comme ça, mais là, je sais pas par où le prendre. Bah, forcément, sur ce match-là, Kirk Cousins a quand même rendu une bien meilleure copie, bien aidé en cela par sa ligne offensive et surtout j'allais dire un trio, même un quatuor de receveurs qui était vraiment précieux. Parce que notamment les tight ends ont fait beaucoup de grabuge au centre du terrain sur des tracés intermédiaires et ont obtenu beaucoup de gros gains grâce à des appuis assez solides, et ça a permis à Cousins de rendre une très bonne copie et de faire avancer assez régulièrement les Redskins en attaque. 38 sur 56, 458 yards, 2 touchdowns, 1 interception. Il a quand même lancé 56 fois l'ami Kirk Cousins. Raphaël, toi qui ne l'aimes pas, qu'est-ce que tu en as pensé? Non, il a été vraiment correct sur ce match, malgré le fait que justement il a eu à lancer 56 passes. Je l'ai trouvé plutôt précis et il menait bien cette équipe. Après, il a toujours ce même souci que depuis le début de saison, c'est la capacité à concrétiser l'avancée de son équipe, parce qu'encore une fois, ils font un 1 sur 4 en red zone cette semaine.
sur l'année, ils sont à 40% d'efficacité en red zone et c'est les 31e de la ligue. Et c'est toujours ça avance très bien par de big play et tout. Et il y a un moment où quand faut. Mais du coup, ça vient peut-être pas que de lui aussi, ça peut venir du play call de Jay Gruden, etc. Mais voilà, toujours un peu ce petit problème pour concrétiser. Il faut rappeler qu'il y a peut-être aussi plus de responsabilité sur ses épaules sur ce week-end-là parce qu'il y a la blessure au genou de Matt Jones et qu'on a peut-être essayé d'incorporer petit à petit le rookie Robert Kelly qui a d'ailleurs été assez solide au niveau du jeu au sol tout en percussion. Donc R. Kelly joue pour les Redskins maintenant. C'est quand même pas mal. C'est quand même à noter. Andy Dalton, 27 sur 42, 284 yards, un touchdown, une interception. Tyler Eifert, 9 réceptions, 102 yards, un touchdown. AJ Green, 9 réceptions, 121 yards, dont 76 contre Josh Norman au passage, et 4 pénalités provoquées. C'était un match aérien, au final, ça devait être plutôt marrant quand même dans le stade. Ah oui, ça pour le coup, ça nous a permis de vibrer assez régulièrement sur la partie. Tu parlais des stats d'AJ Green, moi j'ai vraiment la sensation que ce duel entre AJ Green et Josh Norman, c'est un peu ce qui a placé le curseur sur la rencontre, c'est-à-dire qu'on a eu un début de match où AJ Green a globalement été bien contenu par Norman et ça s'est ressenti sur la première période des Bengals où ça a été globalement très irrégulier et à partir du moment où Green a commencé à prendre le dessus sur Norman, a commencé à provoquer les pénalités, bah là ça s'est inversé, on a une réception pour Green en première mi-temps, 8 en deuxième, donc pas mal de big plays et forcément ça fait la différence pour Cincinnati. AJ Green, on n'en parle presque pas assez, je trouve, dans les meilleurs receveurs de la ligue, non? Oh, je Si. sais pas, ouais. J'ai l'impression qu'on l'oublie parfois. Je sais pas. En tout cas, quand il fait ce genre de choses-là, non, notamment contre Josh Norman. C'est ça, il est absolument énorme. Après, Josh Norman, c'est aussi quelquefois planter des couteaux dans le pied. Notamment, il y a 2 interceptions qu'il doit prendre et qu'il n'a pas. Et c'est ce qui permet à Andy Dalton de sortir avec une fiche de stats beaucoup plus correcte que l'ensemble de son match. Et je pense un des autres facteurs aussi là, des Bengals qui ont réussi à tenir, c'est le retour de Tyler Eifert. C'était son deuxième match. Et il montre que quand il est là en forme, ça aide quand même cette attaque à bien avancer. Quoi. Est-ce qu'une de ces deux équipes t'a semblé assez solide pour faire quelque chose cette saison? Parce que c'était quand même moyen un peu partout. Très franchement, j'aime beaucoup ce que font les Redskins. Je trouve qu'il y a pas mal de cohérence au niveau de leur équipe. Et dans une NFC qui est quand même assez homogène, assez resserrée, je me dis qu'éventuellement arracher une 5e, 6e place, je ne vois pas forcément remporter la division. Mais en tout cas, une place en wildcard, je les vois bien. Pour Cincinnati, ça me paraît beaucoup plus compliqué, vu ce qu'ils ont montré et l'irrégularité chronique sur cette partie. Eh bien, la division NFCS, Jean-Michel Transition, Cowboys, Eagles, 29-23 pour les Cowboys. Premier doute pour Dak Prescott, mais une victoire quand même, avec une belle fin de match pour arracher la victoire. Est-ce que c'est rassurant parce qu'il gagne avec un Prescott majoritairement mauvais, ou bien c'est inquiétant pour son niveau? C'est assez compliqué. On a envie de dire que c'est quand même bien de gagner quand ton quarterback est pas bon. Après, c'est pareil, même si son niveau est pas très bon sur ce match et pas forcément tout le temps génial depuis le début de la saison, jusqu'à quand Dak Prescott est censé emmener ses Cowboys, c'est très compliqué de savoir parce que peut-être que Dak Prescott n'a pas encore le niveau pour leur faire gagner un Super Bowl, mais a priori c'est pas ce qu'on lui demande cette année parce qu'on veut que à Dallas en tout cas, l'idée c'est quand même que Tony Romo reprenne sa place quand il est prêt, donc je sais pas. 19 sur 39, 287 yards, 2 touchdowns, une interception. Grégory, pour toi, est-ce que Prescott a montré justement qu'il faudra peut-être le remplacer par Romo ou pas? Alors forcément, je ne vais pas vous dire qu'il a fait un match extraordinaire. Après, je pense qu'on sait maintenant que le taulier de l'attaque de Dallas, c'est pas Prescott, c'est Elliott. Là, en l'occurrence, il fait un très bon match, que ce soit à la course ou à la réception. Le retour de Dez Bryant a aussi permis à Prescott de surnager un petit peu dans les moments de doute. Après, quand il faut aller chercher les drives de la victoire, on a vu que Prescott, il a quand même répondu présent. Il fait un super spin sur l'action qui permet à Dallas de l'emporter en prolongation. Oui, c'est une action à la Romo d'ailleurs. Un peu. Voilà, et j'ai envie de dire c'est presque ce qu'on retient parce que malgré tout, même si le match est pas très très bon, on retient que la victoire, disait le grand Tim Tebow, évidemment. Non, mais sans aller jusque-là, parce qu'il est quand même meilleur que Tim Tebow. Est-ce qu'il y a aussi une part de la défense de Philadelphie qui aurait trouvé une des clés? C'est-à-dire qu'ils l'ont mis beaucoup plus sous pression que ce qu'il a été depuis le début de l'année. Ils ont blitzé 30% du temps. Il a été sous pression 23 fois, alors qu'il y a eu seulement 21 actions où il n'était pas sous pression. Donc c'est peut-être aussi ça qui a joué quand même. Oui, non, forcément, ça a joué. Ça a un peu cassé le rythme qu'il pouvait avoir jusque-là, où il était tout le temps très très bien protégé par sa ligne offensive. Donc oui, ça l'a perturbé. Maintenant, comme a dit Grégory, là, c'est vrai qu'il faut lui reconnaître le mérite d'être allé chercher 2 bons derniers drives qui donnent la victoire. Donc, et on sait que depuis le début de la saison, avec Elliott qui était efficace au sol,
passer majoritairement. Là, on voit qu'en l'occurrence, il arrive quand même aussi à se débrouiller et à aller chercher les jeux à la course s'il y a besoin de le faire, et ça a été concluant 2-3 fois sur ce match. Juste pour la stat, Elliott, il a cassé 9 plaquages et il a gagné 89 de ses 96 yards après contact. Donc, c'est quand même the real deal, comme disent un peu les Américains. C'est une vraie affaire. Il est là pour de vrai. Est-il meilleur que Todd Gurley, Alain? Oui, il est meilleur que Todd Gurley. Voilà. Après, on ne sait pas, il pourrait aussi s'effondrer. Saint-Louis, il serait, à Los Angeles, je vais y arriver un jour. À Los Angeles, je pense pas qu'il ferait des stats pareils, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, oui, clairement, il montre qu'il en a un peu plus. La défense n'a autorisé que 202 yards dans les airs, ce qui est plutôt pas mal. Alors malheureusement, il y a des blessures. Maurice Claiborne, Barry Church, ça s'est vite accumulé. Mais sur ce match, c'est plutôt pas mal. Ça aussi, c'est quand même rassurant. Il y a un vrai tout quand même du côté de Dallas cette année. Tu veux y aller? Je sais pas parce que sur tes rivaux des Giants, je sais pas trop. Non, alors certes, il y a ces blessures-là. Après, il y a quand même le retour d'Orlando Kendrick au poste de cornerback qui a été assez intéressant également. Et puis, je crois que c'est Raphaël qui en parlait un peu la semaine dernière, mais même avec une défense faite briquet le broc, Rod Marinelli arrive toujours à faire de très très bonnes choses. Tyrod Crawford, je crois, sur la ligne défensive, fait un excellent match aussi. Donc, c'est solide. Ils arrivent encore à provoquer un énième fumble du côté des Eagles, et ça, c'est peut-être une problématique à suivre du côté de Philadelphie. Mais à défaut de vedettes, c'est un ensemble cohérent. Il va falloir drafter que des défenseurs l'année prochaine. Et hop là! Ils peuvent. Ils ont la ligne, ils ont le coureur, ils ont le quarterback, ils ont des receveurs. Non, effectivement, oui. C'est une draft défensive pour eux l'an prochain, ça c'est évident. Carson Wentz, 32 sur 43, 6 drops de ses receveurs quand même sur le lot, donc il est plutôt précis dans les faits. Il est très... mais là, pour le coup, lui, il manque de jeu au sol. S'il avait un mec pour l'aider... Même pas que de jeu au sol, je trouve surtout qu'il manque il a pas de receveur non plus. Dorial Green-Beckham ne vaut pas ce que certains pouvaient attendre de lui. Nelson Agholor, pareil, c'est pas bon. Il a dit qu'il s'en fout des drops et il veut qu'on le lâche avec ça. Ouais, très bien, mais non, je trouve vraiment que pour le coup, Carson Wentz, contrairement à Dak Prescott, est pas du tout équipé et soutenu de la même manière, et ça s'est senti sur ce match. Sa ligne offensive a craqué parce que depuis l'absence de Lane Johnson, c'est beaucoup plus compliqué. Au sol, donc même si Darren Sproles pour le coup fait pas un mauvais match, mais Matthews fait encore des fumbles. Et puis, je pense surtout que là, le problème, c'est venu de la gestion du chrono et du play call des coachs, quoi. C'est surtout, j'ai l'impression, concernant Ryan Matthews, qu'on commence à avoir de plus en plus peur de l'utiliser au final du côté du coaching staff. Il court que 4 fois sur ce match-là, dont une position goal line qui lui permet d'aller au touchdown sur cette partie. Ça va devenir compliqué si en plus Wendell Smallwood se met à faire des fumbles. Ça va mettre beaucoup de responsabilités sur Darren Sproles, qui est déjà assez sollicité sur de nombreux compartiments de jeu. Là, en l'occurrence, même sur le jeu au sol, ça peut être problématique assez vite. Et puis, un mot en défense, sachez que Brandon Graham a généré 11 pressions sur le quarterback adverse. Donc, ça marche toujours très bien pour lui. Saints 25, Seahawks 20. Les Seahawks ont essayé jusqu'à la dernière seconde. Ils n'ont pas réussi. Victoire de New Orleans. Plutôt logique quand même sur ce match, j'ai envie de dire qu'ils ont plutôt dominé. Ouais, on a découvert, j'allais dire retrouvé, même découvert une défense de New Orleans assez impressionnante, et j'ai l'impression qu'on attendait de pied ferme Jimmy Graham qui revenait, parce que le niveau des safeties notamment de New Orleans a été assez intéressant sur cette partie. Avec en plus un pass rush qui a été plus performant défensivement du côté des Saints, ça a été une bonne chose. La défense, Raphaël, gros point positif. Ouais, sur ce match notamment, il y a pareil sur la ligne défensive, Cameron Jordan qui est bon depuis le début de saison et qui l'a confirmé là. Comme Grégory l'a dit, Vaccaro sort par exemple un très bon match. Et c'est une défense qui continue à prendre des yards, mais qui, contrairement en tout cas à l'an dernier, fait des big plays et arrive à créer des turnovers. Et on sait que des fois, encaisser des yards en NFL, c'est pas forcément rédhibitoire pour ta défense quand tu arrives à te faire tourner la balle. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis, comme en attaque, ils sont toujours menés par Drew Brees qui, lui, quoi qu'il arrive, quel que soit l'adversaire, arrive à faire ce qu'il faut faire avec qui on lui donne sous la main. Ça permet de gagner des matchs, quoi. Lui, il est incroyable. 27 sur 35, 265 yards, un touchdown. Il fait pas d'erreur face à une grosse défense. Il n'y a plus grand chose à dire sur Brees, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il peut faire ça jusqu'à. Parce qu'on commençait à avoir des petits doutes à un moment au début de l'année, et puis finalement, il est toujours là. Même problème pour Seattle, 40 yards de sol seulement pour Christine Michael. Russell Wilson, limité, il a l'air limité physiquement, et en plus, il n'a pas une ligne qui l'aide. Donc ça commence à devenir inquiétant quand même un peu pour Seattle, ou pas? Ou alors là, ils avaient vraiment affaire à un Brees carré, à une défense surmotivée, et ils repartiront de l'avant la semaine prochaine.
Je sais pas si c'est inquiétant parce qu'ils ont l'avantage quand même d'être dans une NFC où il n'y a aucune équipe qui se dégage et on sait très bien il suffit qu'ils arrivent en playoff pour après, pourquoi pas avec l'avantage à domicile, ça peut vite basculer en leur faveur. En plus, la défense était quand même privée de Cam Chancellor, Michael Bennett, c'est des joueurs importants. Il y a des blessures, ouais. Il y a des blessures, mais ce qui est quand même reste un peu inquiétant, c'est le niveau de l'attaque et le fait que du coup la défense a encore passé 36 minutes sur le terrain, c'est beaucoup, les mecs s'usent. Et en attaque, ils trouvent vraiment aucune clé pour faire avancer le jeu au sol. Et ça, c'est un peu plus embêtant, clairement. Je m'inquiéterais pour Seattle s'ils n'avaient pas eu l'opportunité une nouvelle fois de l'emporter, parce que c'est toujours la même chose avec les Seahawks, c'est que même dans un mauvais jour, ils arrivent quand même à avoir à apporter ce petit grain de folie, à avoir cette dernière opportunité à la fin du match. Et voilà, c'est pour ça que je m'inquiète pas totalement pour eux. Comme le disait Raphaël également, c'est vrai qu'on est dans une NFC où ils ont quand même largement la place. C'est ça, on rappelle qu'ils ont quand même une passe à la fin du match pour gagner. C'est ça, ouais. Donc, même en n'étant pas extraordinaire, ils peuvent le gagner ce match. Donc, bon. La défense reste là. Moi, c'est l'absence de jeu au sol qui continue de m'inquiéter et qui pourrait être quand même rédhibitoire en play-off parce que tu disais l'avantage du terrain, mais il va falloir l'avoir. Donc, s'ils l'ont pas et qu'ils se retrouvent à jouer dans le froid ou quelque part ailleurs où ils n'ont pas de jeu au sol, ça peut. Mais ce qui est assez incroyable à voir, c'est qu'on a l'impression que donc ils ont pas mal de running qui sortent de temps en temps. Ils ont signé CJ Spiller pendant une dizaine de jours. Un coup, ils vont sortir ce running back là, un coup, ils vont en sortir un autre. C'est ça qui est assez dangereux pour cette équipe de Seattle. Ouais, et puis encore une fois, moi, tu vois, ils jouent une forte défense qui détruit leur ligne en playoff. Ça risque d'être compliqué. Après, ils ont de la chance, c'est qu'il y a quand même très peu d'équipes très complètes dans la NFC. Ouais, c'est ça. Il y a très peu d'équipes qui peuvent à la fois les détruire, qui peuvent détruire la ligne offensive avec leur défense et les attaquer derrière. Donc, c'est vrai que, parce que tu vois, j'aurais dit Vikings par exemple, ils vont être bloqués, mais derrière, ils peuvent mettre des points, ils peuvent mettre suffisamment de points, ça va être un match serré. Donc, bon, il n'y a pas de. Je suis d'accord. On passe à la suite. It's Vernon Davis of the Washington Redskins, and you're listening to the Touchdown Podcast. Hi, it's Jeremy Hill, running back from the Cincinnati Bengals, and you're listening to the Touchdown Podcast. Falcons 33, Packers 32, Aaron Rodgers 28 sur 38, 246 yards, 4 touchdowns, mais quasiment aucune course pour Green Bay. Ouais. Je commence par eux, parce que je trouve ça quand même assez hallucinant d'être aussi unidimensionnel à l'heure actuelle en NFL. Tu peux pas gagner un match comme ça. Non, la preuve, ils l'ont pas gagné. Et effectivement, il y a aucune course. Aaron Rodgers, c'est le meilleur coureur sur ce match côté Green Bay. Et au-delà même des coureurs qui n'arrivent pas forcément à percer, ce qui m'étonne parce que la ligne offensive joue quand même plutôt bien depuis le début de la saison, c'est le peu de confiance que Mike McCarthy en ses coureurs au point de leur filer 4 portées dans le match, 5. Et on sait que souvent quand même les coureurs ont besoin d'enchaîner les portées pour prendre un peu de rythme, accélérer. Et là, non, il ne file pas le ballon, il continue. Après, la passe marche sur ce match, donc il insiste avec ce qui marche, c'est toujours pareil. Greg, est-ce qu'ils ont eu raison de forcer sur la passe face à Atlanta ? Ça a plutôt marché. J'ai presque l'impression que c'est un peu McCarthy qui a voulu bomber le torse et dire voilà, vous allez voir, vous critiquez mon système offensif, je vais vous montrer que de toute façon, Aaron Rodgers, il va revenir au premier plan. Le mec qui veut mourir avec ses convictions. C'est un peu ça. On a vu qu'il y a quelques jours, ils ont tradé pour récupérer Nate Davis en provenance des Chiefs. Quelques jours après, Nate Davis est déjà cuté par Green Bay. Donc déjà, en termes de management, de gestion, ça pose des questions. C'est vrai qu'ils ont l'air un peu en roue libre depuis 2 ans quand même à Green Bay. Voilà, donc j'ai l'impression que Mike McCarthy est un peu en train de s'enfoncer avec ses idées. Et alors, je ne sais pas si elle a enchaîné sur Atlanta, mais c'est aussi ce qui est inquiétant pour Atlanta. Parce qu'en l'occurrence, avec une attaque un peu dogmatique, ils sont quand même tout près de gagner le match. La défense de Green Bay, en plus, a limité Atlanta à 367 yards, ce qui est plutôt pas mal vu le rendement des Falcons cette saison. Ouais. Tu vois, il y avait de la place quand même pour Green Bay, c'est ça que je veux dire. Avec beaucoup de blessés en plus, encore une fois en défense, mais à mon goût, ça manquait quand même de pass rush. Ok, ils ont limité des. Après, alors voilà, le bémol, c'est qu'ils ont limité à 367 yards, mais Atlanta marque sur 6 de ses 8 drives. Voilà, tu vois, c'est. Donc bon, c'est toujours pareil, quoi. Bon, les Falcons repartent de l'avant. Matt Ryan, 28 sur 35, 288 yards, 3 touchdowns. Mohamed Sanou est son receveur de la semaine avec 9 réceptions et 84 yards. C'est pas mal cette attaque. Tu es le représentant Falcons désigné du site. C'est quand même plutôt pas mal ce qui se passe cette année. Oui, c'est pas mal. Surtout que là, en l'occurrence, les Packers ont continué de montrer de bonnes choses sur le run-stop parce que Devonta Freeman a quand même un impact relativement moindre.
et avec un Julio Jones qui a également été assez bien marqué. On voit que de temps en temps, on arrive quand même à sortir quelques receveurs du chapeau, des receveurs qui ont été assez fiables cette semaine. Mohamed Sanou a fait un seul drop, je crois, sur les 10 ballons qui ont été envoyés dans sa direction. Austin Hooper, le tight end, on n'a pas lâché une seule. Donc, s'il y a cette fiabilité au niveau du jeu aérien, en effet, ça peut être intéressant pour Atlanta. Moi, c'est toujours la même chose. Ce qui me fait peur, c'est la défense. Bon, là, ils prennent que 246 yards par Rodgers. Ils sont quand même bien découpés en début de match. Ouais, moi je trouve quand même qu'ils se font découper. Puis ils n'ont pas réussi à contenir Rodgers comme par exemple l'avaient fait les Cowboys, qui s'étaient montrés beaucoup plus intéressants à la défense contre Rodgers que là les Falcons l'ont fait. Puis en plus, quand tu vois les receveurs qu'il y avait chez les Packers, où Ty Montgomery n'était pas là, Randall Cobb n'était pas là, et pourtant Rodgers s'en est quand même sorti. Après, côté Falcons, ce que j'ai quand même envie de retenir, c'est peut-être plus l'impact psychologique de cette victoire. C'est contrairement à l'an dernier où ils avaient commencé très fort 7-1 la saison et ensuite ils avaient tout perdu. Là, après 2 défaites de suite, ils sont capables de dire stop, on est capable d'arrêter, de réenchaîner une victoire. Et peut-être que mentalement, ça peut être aussi une forme de déclic pour eux. Quoi. Surtout que c'était 2 défaites dans les dernières minutes. Ouais. Là, en l'occurrence, ils vont la chercher dans le money time. Donc c'est vrai qu'en Raphaël a raison, psychologiquement, c'est bien. Pour finir sur ce match, au-delà de l'aspect psychologique pour Atlanta qui est très important, il y a quand même un truc important, on parlait de joueurs sortis de nulle part. Les Packers sont quand même un joueur qui s'appelle Geronimo Allison. Tout à fait. Et je dois avouer que je suis assez fan. Excellent joueur. Et qui est un gars avec beaucoup de classe, comme ses tweets ressortis par certains internautes. Un vrai gentleman. Dis-nous en plus. Ah bah vous irez voir les tweets qu'il fait sur la jante féminine. Un bon bourrin donc. Pas très loin de certains propos de Trump. Classe. Voilà. Grande classe en tout cas. 2 réceptions, 21 yards, un touchdown pour lui, et donc visiblement j'ai le droit de me foutre de la tronche de son nom puisque ça a l'air d'être un mufle. Soyons sympathiques. Geronimo, donc à quel moment... Pourtant il s'appelle Allison quand même. En plus. À quel moment tu décides d'appeler ton môme Geronimo ? Genre, à quel moment tu dis super idée, tiens, Geronimo, ça me paraît pas mal. Bah pourquoi pas, en hommage à un grand chef indien, pourquoi pas, tu sais pas, t'as du sang native américain. Il n'y a plus rien qui me choque, moi, chez les Américains. On voit tellement de noms bizarres qui sortent chaque année. C'est quand même pas le pire, je trouve. Je sais pas, mais ça ressemble juste au cri que tu fais avant de sauter en parachute, donc je vois pas le. D'accord. Ouais, d'accord, ok. Allez, Panthers 30, Cardinals 20, réveil des Panthers, défense, jeu au sol, bim, large victoire. Est-ce qu'on les a retrouvés ? C'est un peu ce que j'allais dire. C'est vrai que là, en l'occurrence, on a l'impression qu'on retrouve petit à petit les différents ingrédients qu'ont fait la bonne saison des Panthers l'année dernière. Cam Newton était revenu, Jonathan Stewart surtout est revenu au niveau du jeu au sol. Et puis on retrouve le pass rush aussi sur ce match-là. Alors est-ce que c'est plus la O-line des Cards qui a été faible ou le pass rush des Panthers qui est vraiment revenu à son meilleur niveau ? En tout cas, ils y sont allés très fort, ils ont mené 21-0 très vite. Premier touchdown par la défense avec un fumble récupéré, retourné pour un touchdown. Kawan Shorts a 2 sacs, tu disais Jonathan Stewart a 2 sacs au sol. Cam Newton n'a pas eu à tout faire. Voilà. Moi, c'est un peu ce que j'avais dit les semaines passées où je pensais qu'un des vrais problèmes de cette défense, c'était le manque d'impact de la ligne défensive. Et là, pour le coup, cette ligne défensive a été ultra présente avec 8 sacs, 1 interception, 2 fumbles forcés. Et comme de par hasard, les cornerbacks sont apparus moins fébriles, ont été meilleurs. Les linebackers, de toute façon, ils ont la meilleure escouade de linebackers de la ligue. Donc ça, il n'y a pas de problème, ça reste toujours au niveau. Et voilà, Jonathan Stewart est revenu. Donc je pense que ça peut potentiellement les relancer. Après, ils ont quand même pas mal de victoires en retard, donc ça va être c'est une course contre la montre côté Panthers, mais en tout cas, les ingrédients étaient là. Et ça montre aussi de l'autre côté ce qu'on avait évoqué pour les Cardinals, où depuis le début de saison, on n'est quand même pas rassuré, emballé par cette équipe, quoi. Ce match ressemblait quand même beaucoup au Carolina-Seattle des playoffs de l'année dernière, je trouve. Ouais. Parce qu'on a senti aussi une certaine fébrilité des Panthers en fin de match. Oui. Ouais, en toute fin. Bon, après, ils n'ont pas non plus été inquiétés totalement. Pour l'avoir regardé, il était pas. Je les ai jamais sentis en danger. Après, par contre, je suis assez inquiet pour Arizona. La ligne offensive a perdu Jared Veldheer en plus sur ce match. Tyrann Mathieu est blessé, déjà qu'il n'était pas à fond. Donc, il y a quand même une accumulation. Alors là, il n'y a pas de jeu au sol parce qu'ils sont très vite menés. Mais il y a une accumulation. Carson Palmer est quand même fébrile quand il est sous pression. Cette équipe, moi, qu'on voyait aller très très loin, finalement, je commence à avoir peur qu'elle ait atteint son pic l'an dernier et que là, on soit un peu voilà, ils sont pas dans le positif, si je dis pas de bêtises, au niveau des victoires. Donc déjà, les playoffs sont pas acquis. Au moins, ils auraient été un peu dans le positif, dans un truc où ils se cherchent, mais ils gagnent. Tu pourrais te dire, en playoffs, ils vont exploser, c'est pas grave, ça va aller. Là, ils vont peut-être même pas aller en playoff, donc comme ça, c'est réglé. Parce qu'à ce rythme-là, contre des grosses défenses, ça tient pas. Veldheer va plus être là. Palmer, on sait jamais trop dans quel état il est.
Ça commence Je suis inquiet pour eux depuis la première semaine, on l'avait dit dans le podcast. Je sentais pas du tout les cartes. Là. Après le premier match, vraiment, je trouve, où la claque qu'ils ont reçue face aux Patriots, où tout le monde s'attendait à trouver et cette attaque, je trouve pas le rythme. Comme la défense est sur courant alternatif. On va revenir aux Panthers. Cam Newton, 14 sur 27, 212 yards. Cette course, 43 yards. Ça a été plutôt conservateur, j'ai envie de dire. Ça n'a pas flambé. On n'a pas le MVP de l'an dernier dans tous les sens, mais c'est nécessaire. Ouais, il n'a pas été hyper impressionnant au niveau du jeu aérien. Il faut dire qu'il n'a pas été aidé par beaucoup de ses receveurs non plus. Hormis Kelvin Benjamin, il y a eu quand même pas mal de drops de la part des Panthers. Après, on retrouve du jeu traditionnel de Cameron Newton où il est parfaitement capable aussi de faire la différence avec ses jambes. Bon, on les a retrouvés, oui ou non alors? Moi, je dis oui. Moi, je pense oui aussi. Allez. J'ai l'impression que c'est... Il faut rappeler qu'il y a 2 ans, quand ils arrachent les playoffs, ils partent aussi de très, très loin. Donc, c'est vrai, ouais. Juste un mot sur Newton. Est-ce qu'il a raison de se plaindre des coups qu'il reçoit ou pas? Oui. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Moi, je suis pas objectif là-dessus. Mais Moi, je comprends. Il est, déjà, de 1, il est en droit totalement de se plaindre. Et c'est un truc, pareil, on l'avait déjà évoqué. Moi, j'ai quand même le sentiment que souvent, les arbitres se disent c'est Cam Newton, vu son physique, c'est bon, c'est pas un hit si dur que ça, alors que Peyton Manning se prend le même, t'as 10 flags qui tombent. Le mec qui prend dans les jambes, alors c'est peut-être pas forcément volontaire et tout, mais son genou il pourrait tourner, ça peut être la fin de sa saison. Le plaquage tardif de Calais Campbell aurait dû être flag. Celui-là il est sale honnêtement, parce que ça peut très mal finir. Et après, moi je suis d'accord, enfin, on va pas revenir sur le match de Denver et tout, mais il subit des trucs que subissent pas les autres quarterbacks. Clairement, il y a un syndrome pour ceux qui suivent la NBA, Shaquille O'Neal, où il peut y avoir des mecs qui lui montent dessus, on dit oui, comme tu dis, il est costaud, c'est pas grave, et comme il est super fort, mais oui, contre Denver c'était des attentats par exemple quand il s'était fait exploser, donc moi je suis assez d'accord, il a cette image un peu de pleureuse et tout, mais il en prend quand même beaucoup, quoi. Donc pourquoi pas. Buccaneers 24, Raiders 30 après prolongation, match complètement fou, 23 pénalités pour les Raiders, 513 yards dans l'autre sens pour Derek Carr, 59 passes tentées, pas une seule interception pour lui. Ils ont encore gagné un match qu'ils devaient gagner, c'est ce qu'on leur avait demandé ces dernières semaines, donc on est content. Mais c'était quand même pas aussi simple que ça aurait pu l'être, on va dire. Raphaël, Grégory, n'importe. Dites-moi quelque chose. C'est ça, les Raiders confirment, comme tu l'as dit, Derek Carr qui est vraiment très bon depuis ce début de saison, là, qui prouve encore qu'il est capable de porter son équipe. Après, comme tu le dis, 23 pénalités, une défense qui encaisse encore pas mal de points. Il y a toujours ces petites imperfections qui fait que pour le moment, c'est bien, il y a une bonne dynamique, mais c'est encore très difficile d'en faire des favoris pour quoi que ce soit en AFC, quoi. Ça reste... L'avantage qu'ils ont, volatile. Voilà, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils gardent quand même, et je pense que ça joue également sur les bonnes perfs de Derek Carr. Ils ont une des meilleures lignes offensives du pays, ça on peut pas dire le contraire. Il y a des matchs où ils peuvent être un peu moins bien, mais en tout cas, en termes statistiques, ça reste l'équipe qui concède le moins le sac depuis le début de la saison. Et leurs linemen se permettent même de marquer des touchdowns, comme ça a été le cas de Donald Penn pour son retour à Tampa Bay. C'est ça, qui troll son ancienne équipe quand même. Ouais. Voilà, il s'est pas gêné dans la célébration. Voilà, et puis surtout, et je pense que là aussi on parlait du côté psychologique qui peut être bien pour Atlanta, pour Oakland. On a, comme à New Orleans, un jeu qui est quand même assez burné, si je peux reprendre l'expression qu'on avait prise sur le podcast de la première semaine. Une 4e tentative, 4 yards à parcourir, quasiment sur les 50. Il reste 2 minutes à jouer, donc si ça aboutit pas, il y a possibilité de donner un field goal de l'autre côté, même si certains diraient qu'en face il y a Roberto Aguayo. C'est le moment où jamais de le tenter, quoi. Donc c'est vraiment, il y a une prise de risque et qui en plus est récompensée depuis le début de la saison pour les Raiders. Après, s'il y a un truc qu'on peut leur reconnaître quand même aux Raiders, on n'est pas souvent vulgaire ou quoi dans ce podcast, mais putain, qu'est-ce qu'ils sont fun, quoi. Non mais tu vois ce que je veux dire ? Ils sont quand même là, cette fin de match, c'était du grand n'importe quoi, mais dans tous les sens. C'est-à-dire qu'Amari Cooper, il fait 12 réceptions, 173 yards, un touchdown sur ce match, mais il trouve moyen de laisser passer entre ses mains celui de la gagne où il est tout seul le long de la touche. Déjà, c'est magnifique. Et après, tu avais cette impression que ça voulait pas finir. Moi, j'étais persuadé qu'on allait vers notre deuxième match. J'étais étonné les ratés au pied de Janikowski. Vraiment, moi, je m'attendais à ce qu'il montre à Aguayo ce que c'est un kicker. Il en a 2 en plus, je crois. Les 2 en prolongation. Un pour la gagne à la dernière seconde, ou presque. Et en fin de temps, il prolongation. Et en prolongation. Donc ça, c'est surréaliste. Les pénalités qui les font reculer en permanence. 23 pénalités. C'était un match surréaliste. C'est un record NFL, il me semble. C'est un record NFL, les 23 pénalités. Just win, baby, quoi. Mais après, c'était super fun.
Ouais, Ils non, sont, ça fait, moi, ouais. c'est une des équipes coup de cœur de ce début de saison. Et après, on l'a dit, on parlait de l'aspect psychologique. La différence, par contre, avec d'autres équipes, que ce soit les Saints ou autres, c'est qu'eux, ils sont jeunes et ces victoires-là, elles font vraiment du bien à la construction du collectif. Et on disait il fallait qu'ils battent les Jaguars la semaine dernière parce que c'est plus faible. Là, on disait il fallait qu'ils battent les Buccaneers parce que c'est plus faible et un petit peu au-dessus des Jaguars. Donc, ils avancent, ils gagnent ce qu'ils doivent gagner. Ils sont largement dans le positif. Ça fait 6-2 du coup, si je dis pas de Ouais, bêtises, ouais. pour cette équipe. Si on leur avait dit 6-2 après 8 semaines au début de la saison, je pense qu'ils signaient des deux mains. Ah bah tiens, ouais. Donc pénalité ou pas, et, Ouais, non, c'est et sûr. folie ou pas. C'est sûr. Khalil Mack revient un peu, 10 sacs, pas 10 sacs, 10 pressions 10 pressions, sur le ouais. quarterback pour lui, donc ça c'est plutôt pas mal. Un petit mot quand même sur les Buccaneers, c'est toujours aussi régulier en attaque, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont complètement calé alors qu'ils avaient le match en main, finalement. Ah oui, il y a des trous d'air assez flagrants assez bizarrement sur certaines périodes parce qu'il démarre bien ce match-là. Et puis, ouais, il y a un gros trou d'air avec notamment une ligne offensive et surtout Donovan Smith, le tackle gauche qui s'est vraiment déchiré contre Khalil Mack. Et du coup, ça fait les affaires du defensive end d'Oakland et ça a plombé petit à petit Tampa Bay. Et puis Truder, c'est le deuxième prénom de la défense puisqu'ils ont autorisé 626 yards. La dernière action est symptomatique. Hein, Ah, ouais. Le plaquage qui est manqué par les deux safeties, c'est assez incroyable. What's that? Playoffs? Don't talk about playoffs. You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game. Tous les autres matchs de la semaine, et à commencer par celui du jeudi, Titans 36, Jaguars 22. Les Jaguars se sont fait atomiser en début de match. Le score est serré, mais le match Ouais, part. pas du tout. 27-0 à la mi-temps. Est-ce qu'on vire tout le monde à Jacksonville? Bah oui, parce que là, le coordinateur offensif a pris, mais bon, enfin, on voit que Gus Bradley est complètement dépassé. Cette première mi-temps, franchement, le football proposé par les Jaguars, que ce soit en attaque ou en défense, il n'y a rien à retenir sur la première mi-temps. Ils arrivent à faire disparaître Allen Hurst et Allen Robinson, qui sont pourtant des bons receveurs. Ils sous-utilisent Chris Ivory, qui était pourtant un bon coureur chez les Jets. Je trouve que ouais, il y a rien à garder. Bortles, il a une super ligne de stats, mais qui ne veut absolument rien dire parce qu'il Il est remonte incroyable tout, pour ça. il remonte tout à la fin. Donc ouais, il n'y a rien à garder. C'est un vrai escroc au niveau des stats, Blake Bortles. Il est magnifique. Cette capacité à faire de la stat en deuxième mi-temps, c'est... En NBA, ça lui vaudrait un contrat à 30 millions par an. Non, après, c'est vrai qu'au niveau du coaching en attaque, c'est assez curieux. Alors forcément, on tape sur le coordinateur offensif Greg Olson qui a été renvoyé. Maintenant, je m'attarde aussi sur la ligne offensive. On vante beaucoup, je trouve, Doug Marrone, qui a été donc head coach il y a peu de temps du côté de Buffalo. Ça fait 2-3 ans maintenant qu'il gère la ligne offensive de Jacksonville et il passe entre les gouttes, je trouve, des critiques, alors qu'on a des lignes des Jaguars qui sont perpétuellement mauvaises. C'était le cas des Jacans sur ce match-là, notamment le garde. C'est vrai qu'ils avaient pas mal drafté en plus à une époque pour essayer de la renforcer cette ligne, mais rien n'y fait pour le moment. Blake Bortles, on a déjà fait le tour ces dernières semaines, on va pas y revenir. Il a fait venir son coach de lancer là pour la semaine à Jacksonville. Il a fait venir un coach particulier. On va voir si ça aide un peu. On va aller plutôt dans le positif. Mariota, 18 sur 22, 270 yards, 2 touchdowns, une ligne toujours solide côté Tennessee, 123 yards au sol pour DeMarco Murray. Ça commence plutôt à prendre forme. 4 victoires, 4 défaites, ils sont équilibrés. Road to the playoff, baby, quoi. Un peu. Ah, donc ça y est, tu y crois de nouveau? Alors, j'ai un peu lâché Mariota à un moment parce qu'il m'avait énervé. Mais bon, c'est comme ça, les relations, des fois... Un moment, c'était donc 5-6 semaines de suite. On est quoi, en semaine 8? Je l'ai lâché 3 semaines. À peu près. Bon, on y croit, il y a un truc qui se construit. Il y a un truc qui se construit, c'est assez intéressant, effectivement. Vraiment, surtout ce travail sur la ligne offensive. Et ils construisent un peu, ils ont un peu un modèle style Cowboys. Ils ont mis beaucoup de choix de premier tour sur des linemen ces dernières années. Ils les ont bien choisis. Ça permet d'avoir un jeu au sol solide. Mariota, qui, faut le dire, mieux depuis 2 semaines à peu près. C'est intéressant. Après, il y a toujours ces petits manques de talent, à mon sens, en défense, où, à part l'ami Casey, c'est un peu vide en talent, je trouve. Mais... et McCourty aussi quand même qui est pas mal. Tu prends la comparaison avec Dallas, là aussi on a quand même la patte d'Ick LeBeau sur la défense de Tennessee qui monte en puissance avec en effet des joueurs qui sont pas hyper talentueux sur le papier. Bills 25, Patriots 41, victoire facile pour les Patriots. Tom Brady 4 touchdowns, le gonk inarrêtable, victoire logique, 5 joueurs avec au moins 3 réceptions côté New England. Est-ce que les 5 sacs autorisés par les Patriots sont une inquiétude ou pas?
Bah forcément, après c'est contre les Bills qui sont quand même très performants dans cette catégorie, donc Tyrod Taylor, 19 sur 38, 183 yards. Est-ce qu'il a une marge de progression quelconque ou pas? Non, Parce je que- pense qu'il est à son potentiel maximum, comme il l'a été l'an dernier. C'était juste pour l'entendre. Voilà, qu'est-ce que tu veux après Non, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il apporte grand-chose en Non, fait, non. Tyrod Taylor. À part, quand ça va bien, il met la cerise sur le gâteau, mais Non, mais il a l'avantage d'être meilleur que la moitié quasiment des quarterbacks qui est actuellement dans la ligue, donc, ou un tiers en tout cas. toi qui aimes bien les comparaisons, c'est un peu un Alex Smith du pauvre, Tyrod Taylor. ah ouais, tu es très pauvre alors. Oui, mais comme il y a en une termes dizaine de de prise de quarterbacks risque. qui sont le. Limite sans abri Enfin, quand même, ouais. le pauvre, hein, donc- non mais, non mais honnêtement, parce qu'Alex Smith, même si je le trouve médiocre, c'est un mec moyen mais qui fait quand même le taf toutes les semaines et tu sais ce qu'il va t'apporter. Taylor, j'ai même pas l'impression que. J'aimerais bien que tu nous fasses un article, une chronique QB Rankings. Ouais, c'est ça. Je serais curieux de voir ça. Sur l'échelle d'Alex Smith, en fait. Ouais, je vais faire mon article sur l'échelle d'Alex Smith, en effet. Mais tu vois, je pense que, par exemple, si l'échelle d'Alex Smith va de 0 à 5, je pense que, par exemple, Sam Bradford est un 4 sur l'échelle d'Alex Smith. Tu vois. Tyrod Taylor serait plus un 2, 2,5. Tu vois. D'accord. On est Ouais, pas, non, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je ne suis pas, franchement, le Mark Sanchez de la grande époque était un 4,5, tu vois, par exemple, sur l'échelle d'Alex Smith. Mais... quand je dis la grande époque, c'est celle où ils allaient en finale de conf, Ouais, enfin, pas les celle où deux, ils rentraient dans les fesses de ces linemen. On va passer à Browns Jets, tiens, allez, en parlant de misère. 28-31 pour les Jets. Ils ont failli, les Browns, quand même, parce qu'ils font un début de match. Mais les Jets ont réussi une grosse deuxième mi-temps. Matt Forte, 25 courses, 82 yards, 2 touchdowns. Et puis en face, Josh McCown est à 25 sur 49, 341 yards, 2 touchdowns, une interception. Terrell Pryor, 101 yards à la réception. D'ailleurs, on s'est posé la question dans le dernier podcast, est-ce que les Jets gagneraient plus avec Josh McCown? Moi, je pense que oui. Mais c'est plus personnel. Je sais pas. Parce qu'il Ouais, est c'est plus pas haut sûr, sur hein. l'échelle d'Alex Smith que Ryan Fitzpatrick. Ah bon Ouais. Voilà. Pourtant commotionné, tu vois, il arrive à, Je sais pas, il arrive à faire franchement. une passe de touchdown. Ah, mais je prends. Fitzpatrick. Ouais, bon. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, ces deux équipes très médiocres. Peut-être mais, par rapport à ce que vous disiez la semaine dernière sur la preview du match, on s'attendait à ce que la ligne défensive des Jets donne du fil à retordre au jeu au sol, notamment des Browns. Et ça C'est fait exactement ce qui s'est passé. Ouais, Isaiah ouais, Crowell ouais. notamment a bien été contenu. Et quand il faut filer les clés à Josh McCown, même s'il est meilleur que Fitzpatrick sur C'est l'échelle vrai. d'Alex Smith, ça devient c'est beaucoup plus compliqué. clairement. Il devrait quand Non, même, mais- il devrait quand même Si, faire son peut-être entrée sur le juste terrain côté- là-dessus. Mais... Côté Jets, je trouve la belle saison du receveur Quincy Enuma, qui était numéro 3-4 avant de rentrer, qui là profite des blessures de Descartes et du manque de tight end par exemple chez les Jets. Pour s'affirmer, il fait une belle saison, voilà, c'est une belle... Il fallait qu'il y ait une satisfaction. Oui, quand non, même mais dans c'est leur ça, saison. c'est ça. Texans 20, Lions 13, petit match, moins de 300 yards pour les deux équipes. Houston a vite pris l'avantage. J'ai envie de dire que c'est quand même une déception pour les Lions. Matt Stafford, Ouais. 27 sur 41, 241 yards, un touchdown. On s'attendait à mieux. Ouais. C'est C'est ce que je mais c'est me les suis Lions, marqué sur quoi. ma fiche. Je me suis mis vraiment une petite déception parce que je m'attendais quand même à ce que Stafford et son attaque soient capables un peu plus de porter en difficulté la défense des Texans, qui est bonne contre la passe depuis le début de la saison. Ils ont prouvé à juste titre pourquoi. Et d'autant plus qu'encore encore une fois, en face, Brock Osweiler fait un match plus que médiocre face à une défense contre la passe qui est pourtant... 186 yards pour lui, Oh là là. 20 sur 29, un touchdown, une interception. Alors, pour revenir aux Lions, j'ai envie de dire que c'est un peu la patte Caldwell, c'est-à-dire que dès qu'il commence un Mais- petit peu à s'emballer, calmez-vous les gars, calmez-vous. Et tu sais que c'est ce que. Alors, moi, c'est ce que j'ai mis sur Twitter, c'est que, en fait, les Lions, c'est un peu les politiciens de la NFL. C'est-à-dire qu'ils passent des semaines à te faire des promesses, mais au final, ils finissent toujours par te décevoir. Non, après, pour le coup, Houston, alors, hormis le fait qu'ils ont l'air quand même meilleurs à domicile qu'à l'extérieur, ça depuis le début de la saison, ça paraît assez flagrant. On a vu que leur plan de match était apparemment on va dire, d'isoler un petit peu les menaces profondes, de placer Matthew Stafford sur des tracés beaucoup plus courts, et ça les a permis de contenir justement cette attaque des Lions et de la rendre au final assez inoffensive, parce qu'il y a 240 yards, je crois, au niveau du Pour jeu Stafford, aérien. 240, ouais. Donc, Ouais, non, c'est- bon, petite déception entre deux équipes en l'occurrence qui font quand même pas trop rêver, et Houston encore moins, même si là, Houston ils a gagnent vraiment une la nouvelle fois. chance d'être dans une division tellement faible que ça va leur permettre d'aller en... Ah, Tennessee, attention. Tennessee, hein. c'est vrai. Non, mais à la limite, pourquoi pas. hein, Ce serait franchement, plus, va pas presque nous plus énerver, fun. Alain. Non, mais ce serait presque plus ouais, fun. ce serait presque plus fun, je suis d'accord. Mariota mérite plus que Osweiler, et c'est dire beaucoup. Oui.
Colts 14, Chiefs 30. Alex Smith, on fait que parler de lui. Alex Smith est sorti d'ailleurs en cours de match parce qu'il a pris un coup à la tête, il est revenu, il a pris un deuxième coup à la tête, il est revenu et officiellement il n'a pas de commotion. Donc le mec a quand même un crâne en béton, visiblement. Donc Alex Smith ou Nick Foles, parce que Nick Foles est rentré et il a quand même fait une rentrée plutôt honorable. Ouais. Bah voilà. C'était très moyen quand même. Enfin, en tout cas, ses premiers drives sont vraiment pas bons. C'est vrai qu'il finit mieux le match. Sa deuxième entrée est meilleure que sa première. Voilà. Assurément. Il lance un beau touchdown quand même sur sa première entrée. C'est sur la première, hein. Oui, effectivement, il lance. C'est un beau touchdown. Ouais, je sais pas. Et attends, j'ai pas été, 7,5 yards par passe tentée pour Alex Smith, 9,7 pour Nick Foles, qui quand même est un petit peu plus entreprenant. Et, alors, il m'a semblé avoir vu passer la stat sur... alors, je sais que tu vantes assez régulièrement le jeu court d'Alex Smith, qui est un petit peu sa marque de fabrique. Il m'a semblé voir la stat qu'en un seul match, Nick Foles a fait moitié moins de lancers à plus de 20 yards par rapport à Alex Smith sur toute la saison. C'est exactement ce que j'allais te dire. Il a déjà lancé la moitié de ce que Alex Smith a fait en 7 matchs au niveau des passes en profondeur. On le sait maintenant, je trouve pas que ça remette en cause la place d'Alex Smith parce que les Chiefs savent. Non, mais il devrait faire attention parce que à son meilleur, Nick Foles peut être un 4,5 sur l'échelle d'Alex Smith. Et donc c'est dangereux. Il peut carrément être Alex Smith quand avec une passe longue de temps en temps. Non, et puis on voit Kansas City, ils ont Jamal Charles qui est blessé, ils ont Alex Smith sur ce match-là qui sort 2 fois et ça les empêche pas d'aller gagner. Et je trouve que tu es dur avec Foles parce qu'on parle quand même un mec. C'est pas Tom Brady, il va pas arriver. Mais on a quand même un mec qui a fait une saison à 27 touchdowns, 2 interceptions en 2013 sur 13 matchs, donc pas sur un petit échantillon. Il a Andy Reid avec lui qui est quand même. Il a des défauts, mais il est pas mauvais pour coacher les quarterbacks. Je suis d'accord. Moi, je suis d'avis que je dis pas qu'ils vont aller loin avec Nick Foles ou quoi que ce soit si jamais il fallait, ce qui n'a pas l'air d'être le cas d'ailleurs, parce que là on parle de ça, mais Smith n'est pas blessé visiblement. Mais même avec Nick Foles, je suis sûr que Reid trouvera un moyen de s'en sortir. Parce qu'il y a énormément de cibles dans cette attaque, pour le coup, où ils distribuent énormément le ballon. Ils ont une défense qui a limité les Colts à 277 yards. Une bonne défense, ouais. Ce qui est Pass quand même, rush revient en forme, même si, vu la confrontation face à la faible ligne offensive des Colts, les 3 sacs, par exemple, de Dee Ford, tu peux toujours te poser des questions. Mais snap que catch Andrew Luck avec la visière. Est-ce qu'ils ont une petite chance, les Chiefs en playoff, de faire un peu de bruit ou au moins de faire tomber un prétendant pourquoi pas. Parce Très sincèrement, je les vois pas. Enfin, sur ce qui monte depuis ce début de saison, en AFC, je vois que vraiment les Patriots vraiment au-dessus. Denver est au-dessus grâce à sa défense, mais encore une fois, il va falloir avancer en attaque. Pourquoi pas? Il retombe sur Houston au premier tour. Ça fera peut-être pas 30-0, mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils gagnent. Ils sont durs de partout, comme disait un vieux candidat de télé-réalité à une époque. Dans tous les secteurs, je vais dire. Hashtag Greg le millionnaire. Broncos 27, Chargers 19, 3 interceptions pour Philip Rivers. Alors là, j'avais prévu de dire Raoul Ginoutou, mais en fait, j'avais oublié qu'il était pas là. On salue Raoul Villeroy. La défense de Denver a encore fait la différence. Ça c'est fait. En attaque, Trevor Siemian est à 20 sur 38, 276 yards, une interception. Et un peu, c'est ce que tu disais justement sur Denver il y a un instant en playoff. Ça va quand même être compliqué, cette histoire-là, de jouer sans vraiment d'attaque. En plus, il y a CJ Anderson donc, qui est blessé. Il gagne, mais c'est moins rassurant qu'en début de saison. Non, c'est un peu j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans la même phase que l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y avait eu aussi, si je ne me trompe pas, un bon début malgré le début de saison de Peyton Manning. Et après, il y a des matchs comme ça où c'est pas toujours très joli, où il gagne un peu à l'arrache avec, là en l'occurrence, un gros pass rush. Après, il y a quand même Wade Phillips qui est sorti du terrain parce qu'il s'est fait caramboler par Melvin Gordon. Melvin Gordon, il a tout tenté pour contrecarrer le plan défensif de Il s'est dit, j'arrive pas au sol, je vais tenter en sortant le coordinateur défensif, ça marchera peut-être mieux. Est-ce que vous avez mis une prime sur la tête de Wade Phillips? Si Greg Williams était coordinateur offensif, j'aurais dit oui. Non, mais cela dit, au début, je l'ai pas vu tomber à cause de Melvin Gordon, j'ai cru qu'il avait refait un arrêt cardiaque parce qu'il avait eu des problèmes et tout. Voilà, c'est horrible, j'allais dire, mais j'ai peur que le staff des Broncos, parce qu'on rappelle que Gary Kubiak était à l'hôpital il y a 2 semaines. Ça peut leur coûter une finale de conférence, les deux qui partent d'un coup. Sur le coup, je me suis dit, mais ils tombent tous dans le stade de Denver. Après, le problème, c'est qu'en NFL, maintenant, tous les coachs, ils ont minimum 60 balais. Donc, la moyenne d'âge des cordeaux défensifs, c'est ça, c'est 65-70. Je le souhaite pas. On dit toujours un jour il y a un joueur qui va se blesser gravement avec une commotion. Moi j'ai surtout peur qu'un jour il y ait un coach qui tombe raide sur la touche et qu'on ait un décès en direct.
C'est Ouais. quand même. Eh, attends, Oui, regarde un Andy Reid avec tout ça. Un AVC est vite arrivé, excuse-moi. Le mec qui arrive sur le terrain, il a encore un peu de graisse ou de sauce de burger sur le coin de la bouche. Il y en a bien un jour qui va tomber. Hein. C'est mathématique, je veux dire. Il y a quand même. Bon, juste pour la stat, tiens, en défense, Bradley Roby a été ciblé 9 fois. Il a autorisé 2 réceptions pour 34 yards. Lui, il se porte très Quand bien. Par l'équipe contre. Talib est pas là, par exemple, c'est C'est Bradley ça. Roby qui sort. C'est une défense qui mériterait quand même d'avoir un meilleur quarterback en attaque pour l'aider à pas Ah être ouais. tout le temps obligé de sortir ce Il match-là. serait, je crois que c'est Nelson Kenyard qui nous disait. C'était pas sur Twitter, je crois, Ouais. qui disait 3 tours de draft. Non, c'est moi qui ai proposé voilà. ça. Moi, 3 bon. premiers tours contre Andrew Luck et Super Bowl assuré. Ça Moi, je paraît, les envoie. Franchement, pourquoi mais pas. bon, après, ils accepteraient pas, hein, mais moi je le fais tous les jours aussi. Moi, je le fais, là, même, clairement, ouais. même 4 ou 5. Ouais, je sais pas, mais. Franchement, 4 ou 5 premiers tours contre Andrew Luck. Ouais, ça se discute. Ça se discute. Hein. Ouais, non, mais je suis On d'accord. va faire une émission spéciale très de fou. Spécial draft day. C'est ça. Je veux mes 3 premiers tours. On a dit qu'on ferait une émission ciné, donc on parlera de draft day. Bears 20, Vikings 10, c'est la surprise de la semaine. Jay Cutler 20 sur 31, 252 yards, un touchdown. Jordan Howard 202 yards au total, 153 au sol, 26 à la course avec un touchdown, 49 dans les airs avec 4 réceptions. Ça a été, c'est Jay Cutler, je l'adore en fait. Ouais, c'est ça. C'est le troll professionnel. Le mec revient, il était pas là, son coach veut même peu de lui et tout. Il dit vas-y, je vais taper les Vikings. Non, c'est ça, il fait un très bon match. Le rookie, pareil, Howard fait un très. Et surtout, il gagne ce match dans les tranchées parce que leur ligne défensive domine totalement la pauvre ligne offensive des Vikings où il n'y a plus grand monde. 5 sacs sur Bradford. Ouais, et en plus, même là, de ce que j'ai vu aujourd'hui, Alex Boone s'est blessé. Donc, pour dire, je sais même plus avec qui ils vont continuer chez les Vikings en ligne offensive. Et de l'autre côté, la ligne offensive des Bears a vraiment bien limité le pass rush de Minnesota. Et comme tu l'as dit, Cutler qui est capable de toujours sortir ce petit match. Et ce qui fait pourquoi il est titulaire chez les Bears depuis 6 ans. Parce qu'il sort toujours ces petits matchs qui font se dire aux Bears, bah en même temps, on n'a pas mieux, alors on garde Jay. Et voilà, Cutler. Quoi. Il est magique. Ça, ce côté un peu, j'allais dire nonchalant, enfin ce Ah, flegme en tout cas, où en gros il dit à John Fox alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que Brian Hoyer est blessé? On rappelle quand même qu'en début de semaine, il y a les journalistes qui ont demandé à Jay Cutler si son coach lui faisait confiance. Il a dit il a plus le choix maintenant parce que les autres sont blessés. Le mec est en roue libre aussi total, il s'en fout totalement. Et Je pense qu'il est aussi un petit peu en audition pour d'autres équipes, hein, parce Aussi, que c'est quand même de Oui, il y a notoriété forcément une publique équipe qui va NFL qui s'en tentera ah bah là, Dans le le mec bien est en sûr. mode Arsène Lupin, il va prendre 15 millions grâce à ce match l'été prochain. Juste comme ça sur un truc. Ouais. On vous rappelle, smokingjay.tumblr.com, un super Tumblr où il y a que des montages de Jay Cutler en train de fumer pendant les matchs. Et c'est parfait. Je me demande, j'hésite à chaque fois de piquer ces photos de Jay Cutler en train de fumer pour les mettre dans les têtes d'articles, tu sais. Ouais, bah, tu À pourrais, chaque hein. fois qu'on fait sur lui, parce qu'elles m'ont l'air tellement réalistes que c'est- Et pour Minnesota, juste qu'on peut C'est dire, inquiétant, quand même. Ouais, c'est inquiétant. Alors, on parle de la ligne offensive. Il y a Jerick McKinnon qui manquait au niveau du jeu au sol. Quand tes deux running backs sont pas là, Ouais, quand tes c'est- deux principaux running backs sont pas là, c'est compliqué. Et puis, bah, au niveau du poste de receveur, on a vu des. Alors, un Stephen Dix qui a tenté de se débattre. Il y a eu des passes un petit peu suralimentées de Sam Bradford par moment, mais ouais, c'est pas totalement rassurant, surtout offensivement. Et mais ça, puis ça du peut coup, ils avoir ont un pas peu explosé en défense par rapport à leur standard, en tout cas C'est sur vrai, ce ouais, match. Et ça va être ça le problème. Si l'attaque sous-performe aussi au bout d'un moment, la défense va finir par s'user. Ouais, bien sûr. Non, c'est. Ouais. Les tops et les flops. Grégory, ton top de la semaine. Le top de la semaine, que j'ai oublié, bien entendu. On va commencer par Raphaël, Raphaël, si tu veux. Écoute, j'en ai deux. Le premier, pour montrer que je peux être fan des Giants, c'est totalement objectif. Donc, je vais nommer Jordan Reed, le tight end des Redskins, qui je trouve est Tu en nommes bien. absolument exceptionnel comme tight end. Il fait encore une action où il casse 3-4 plaquages, enfin, vraiment énorme. Et en deuxième, j'avais envie de dire quand même le niveau des matchs cette semaine, parce qu'on critique beaucoup quand les matchs sont pas bons. Et je trouve que cette semaine, on a eu pas mal de On s'est matchs bien vraiment amusé, sympas. Le Bengals Redskins, c'était quand même assez fun à regarder. Le Falcons Packers aussi. Seahawks Saints, enfin bref, pas mal de matchs intéressants. Donc allez. Grégory, Je sais pas pourquoi je suis allé si loin. Non, bah, mon top, c'est pour te faire plaisir. C'est Marcus Mariota. Marcus Mariota. Marcus Mariota, et puis aussi les Titans en général, je trouve qu'il y a en effet un bon, quelque chose de bien qui arrive. DiMarco Murray également, qu'on a beaucoup critiqué, qui revient à son meilleur niveau, et ça, c'est bien. Très bien joué. Tom Brady, MVP.
12 touchdowns, 0 interception, 133,9 d'évaluation. Le mec fait ce qu'il veut en attaque. Gisèle Bündchen, tout ça. Bon, bah voilà, il a gagné. Il a gagné à la vie, il a gagné tout le temps. Donc, c'est mon top de la semaine. Et une mention spéciale aux supporters de Buffalo, bien sûr, qui continuent de nous régaler avec ce magnifique jet de sextoy en plein terrain. Ce qui est quand même un inédit, parce que là, franchement, on en a fait des trucs en 7 ans de site, mais je me rappelle pas avoir vu ça. Le sextoy. Et mon truc préféré, je crois, c'est l'arbitre qui doit le dégager, qui s'approche du truc, qui le regarde et qui met un coup de pied dedans parce qu'il veut pas le toucher. C'est quand même parfait. Mais et je propose que il faut faire ça sur tous les terrains NFL tous les week-ends, rien que pour embêter Roger Goodell et sa morale. Ouais, comme ça, on se marrera bien. D'ailleurs, franchement, certains sites US qui mettent la photo en floutant, enfin pas en floutant ou en mettant, tu sais, une pastille par-dessus pour le cacher ou quoi. Sérieusement, quoi. Enfin, c'est explicit content. Mais donc, en tout cas, les supporters de Buffalo qui continuent de nous régaler, car on vous rappelle, on va faire un best-of sur le site. Soit à travers Buffalo, des tables en feu pendant le... Celui-là, il est magique. Je te jure qu'ils ont foutu une table en feu et que les mecs sautaient à travers. Accouplement dans le parking, dégustation de bière sur fesses. Enfin, il se passe beaucoup de choses dans le parking de Buffalo. Oui, c'est très hot. Hein. Et on rappelle que leur head coach est ouvertement fétichiste aussi. Hein. Ah, c'est vrai, en plus. Ils sont faut bien se chauffer pendant le tailgate sur le parking, il fait froid. Sérieusement, je pense qu'ils se sont trouvés avec Rex Ryan. Ils ont le coach qui mérite. Cette foule en chaleur, là, le coach qui mérite. Mais donc, oui, il se passe des trucs complètement dingues. Je vous jure que je mens pas sur les accouplements dans le parking et tout ça. La dégustation de bière sur fesses, on a vu ça la semaine dernière. C'était donc le principe, c'est de mettre la bouche au niveau des fesses de quelqu'un et de faire couler la bière sur le dos et de s'en servir comme tremplin. Enfin, donc c'était l'Oktoberfest. Un truc incroyable, l'Oktoberfest, exactement, très bien joué. Non mais voilà, ils sont magnifiques. Les flops. Les flops. Alors j'ai dit que j'allais le faire, donc mon flop c'est Nicolas Michel, mon compère qui était avec moi du côté de Londres. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors il faut savoir que Nicolas m'a raconté une petite anecdote avant le début du match. Il m'a dit, eh bien figure-toi que c'est moi qui ai vu et commenté le Seattle Arizona de la semaine dernière. Donc voilà, apparemment petit chat noir. D'accord. Voilà, il est impliqué dans les 2 matchs nuls depuis le début de la saison. C'est le Marvin Lewis. On salue Nicolas qui a énormément de boulot sur le site cette année. C'est vrai. Raphaël. Tout à fait. Écoute, j'en ai encore 2 cette semaine, c'est vraiment royal au bar. On le savait déjà, mais les sales coups des joueurs des Bengals, ils commencent quand même à les accumuler depuis pas mal de matchs. Là encore, il y a eu pas mal de petits coups bas, discretos, c'est même pas que Burfict, donc vraiment toute l'équipe déteint un peu et je trouve ça assez déplaisant. Et puis la NFL et sa vieille excuse concernant les remarques de Cam Newton qui a dit « Ouais mais écoute, il y a 11 quarterbacks qui ont eu moins de flecs que toi, alors arrête de te plaindre. » C'est magnifique. Ok les gars, donc très bien, faut pas qu'ils se plaignent, parce que vous faites moins bien votre taf pour 11 joueurs, du coup Cam Newton n'a pas à se plaindre. 2 flops pour moi aussi, les Colts qui gâchent Andrew Luck, doucement mais sûrement, et qui vont finir par lui enlever l'envie de vivre. Et puis les matchs nuls qui resteront mon flop éternel et que je pourrais faire toutes les semaines. D'ailleurs on avait fait un sondage, mince j'ai pas le résultat sous le nez, on a fait un sondage sur le site, je le chercherai pendant les questions, sur faut-il supprimer les matchs nuls. Ma réponse est oui, 2 fois oui et 3 fois oui, j'ai même voté 3 fois. Non, mais... le bourrage d'urne qui fait exactement, bourrage d'urne virtuel. Il faut qu'on fasse comme en NCA. Grégory, dis-moi que tu es d'accord avec moi. La même règle qu'en NCA. Alors, je sais qu'on a interrogé Trent Williams ce week-end, le lineman de Washington, qui expliquait, et il a raison, que ce qui est un peu compliqué avec la règle NCA transposée à la NFL, c'est le physique des joueurs. Vous en parliez la semaine dernière, il y a beaucoup de problèmes de blessures, et c'est à ce niveau-là que ça peut être problématique pour les joueurs. Moi, je ne sais pas s'il y a une règle préférée. Moi, je rejoins ceux qui disent que ça ne sert à rien de mettre une prolongation s'il y a un match nul au bout. Ou on met un match nul au bout de 4 quarts-temps, ou on met une prolongation qui détermine un vainqueur au final. On est d'accord. Ah, ça, c'est un vrai bon argument, parce que les mecs ont joué 15 minutes pour rien. Et on parlait de blessures et de fatigue. Parce que moi, tu me dis blessure, mais justement, avec la règle NCA, ça va plus vite. Tu vois, là, ils ont joué 15 minutes pour rien. Oui, mais je pense que les chocs sont peut-être pas les mêmes. Il y a peut-être une intensité qui est différente et qui peut être un peu plus pesante sur la saison. Ça peut durer aussi une demi-heure, comme là, les 15 minutes, ça peut se finir dès le premier touchdown. En général, ça dure 2 séries offensives chacun max. Oui. D'accord, mais c'est... Donc là, 15 minutes, ils en ont joué plus. Donc, oui, mais c'est pas forcé de durer 15 minutes non plus une prolongation. Non, on avait des prolongations qui se terminent en 1 minute 30. Bon, mais après, moi, elle me plaît, la règle de prolongation ici. Je Merci. suis pas opposé à ça. On garde. Tu vas revenir, toi.
Très long débrief, mais nous arrivons aux questions. Comme on dit à Buffalo, plus c'est long, plus c'est bon. Et allons-y pour les questions. Alors, question de Keldon77. Bonjour à vous. Donc, les questions. Pensez-vous que les Eagles vont accrocher une place en play-off et si oui, jusqu'où peuvent-ils aller? Ça va être dur. Hein. Ça va pas être facile. Ça va être dur jusqu'à la dernière journée pour le coup. Oui, c'est ça, ça va être sérieux jusqu'à la fin. C'est pas improbable en wildcard. Non, après, je miserai pas sur eux en play-off. Non, ça ira pas plus loin qu'une wildcard. Ça risque d'être compliqué. Grégory. Alors, question de Veumanant qui nous dit qu'on parle souvent de la Dream Team et des top 5 dans différentes catégories. Mais quel serait votre loose team idéal? Et il nous propose notamment Supercopter pour démarrer au poste de quarterback. Moi, parce que mine de rien, il peut jouer quand même, Josh McCown. Pour une vraie loose team, moi je te ressors Ryan Leaf. Voilà, je te ressors un Jamarcus Russell ou un Johnny Manziel, tu vois, faut qu'on se marre Ryan pour de vrai. Leaf avec la ligne offensive des Colts, les squads de receveurs, avec comment il s'appelle, Trent Richardson au sol, derrière la ligne offensive des Colts. On va essayer de prendre des mecs pas trop Leaf, ça fait avec longtemps, le centre qui a mis un coup de fesse à Marc Sanchez. Voilà. Non, c'est Mangold. David Carr, c'était la loose quand même. David Carr, ouais, mais ça a été la loose. Après, on parlait de passer l'envie de vivre. Lui, il avait pas de ligne au son. Je crois qu'il mange genre 80 sacs sa première saison. Il avait vraiment pris très cher. Goldmine qui nous demande: je voudrais savoir ce que signifie le petit drapeau américain placé à l'arrière des casques. Juste que la NFL est américaine. Ouais. Mais non, mais j'ai naïvement pensé pendant des années qu'ils indiquaient la nationalité des joueurs, souvent américains, mais j'ai vu dimanche que Laurent Duvernay-Tardif, canadien, avait lui aussi un drapeau américain sur le casque. Donc c'est vraiment juste, voilà. Quelqu'un, je crois, dans les commentaires suggérait que c'était depuis le 11 septembre. Alors je sais pas si c'est depuis le 11 septembre ou pas. Je suis pas sûr. Mais voilà. Bon, après, c'est côté américain. Alors, question de Casey89. Bilan de mi-saison. Quelle est l'équipe qui vous a le plus agréablement surpris pour le moment? Les Raiders. Eagles. C'est vrai, les Eagles. Ouais, le 2, ça me va. Quelle équipe vous a le plus déçu? Les Colts. Les Cards. Les Cards, ouais. C'est très décevant. Non, les Panthers. Ouais, c'est vrai que les Panthers, du coup. Oui, mais ils sont de retour, on a dit. Il faut rester positif. Pronostic Super Bowl. New England, Seattle. Pour faire original. Ouais, j'avoue que pour le moment. Pour l'instant, c'est dur. Hein. Ouais. Tu jubiles, Camille. Je tease, on fera un petit point trophée de mi-saison, pronostic de mi-saison et tout ça au Hard Rock Café la semaine prochaine. Voilà, on fera tout ça. C'est Grégory, ça, moi, je sais plus. Oui, j'avais une excellente question de Sylvain M78. Que pensez-vous d'Atlanta qui a un bilan de 4-2 lorsqu'elle encaisse 28 points ou plus? Le truc, c'est est-ce qu'ils peuvent aller loin avec une défense pareille, grosso modo. Voilà, c'est ça. En gros, voilà, il y a des sous-questions. Peuvent-ils gagner le Super Bowl en gagnant tous leurs matchs de playoff avec plus de 30 points? Moi, c'est ce qui m'inquiète. Même moi, je ne suis pas sûr. Ça, c'est, de tête comme ça, j'ai pas souvenir d'une équipe qui fait toutes les playoffs en prenant plus de 30 points. Parce que même les Colts, je crois que c'était en 2007, l'année où ils gagnent avec Manning contre les Bears et tout ça. La défense sort de gros matchs. Voilà, avait élevé son niveau de jeu pendant les playoffs. Elle peut l'élever. Hein. Elle peut l'élever. Voilà. Il y a des très très bons rookies, dont le premier Keanu de l'histoire de la NFL. C'est ça. Du sport américain. Même. C'est vrai. Donc, non, mais ce sera la clé. C'est aussi ça, quoi. C'est aussi ça. Et tu disais, très bonne question. Toutes les questions sont très bonnes. Mais car nos auditeurs sont merveilleux et qu'ils sentent la rose. Bandwagon Fan 93 nous demande: qui de la NFC voyez-vous aller au Super Bowl alors que nous sommes à la moitié de la saison régulière? Parce que du côté de la NFC, la question ne se pose pas en ce moment, ça c'est clair. Pensez-vous que les Broncos peuvent rééditer leur exploit de l'année passée? Alors, la NFC, on l'a dit, c'est vrai que c'est très, très, très compliqué. La FC Patriots, les Broncos. Ils peuvent. Moi, je pense qu'ils peuvent. Oui, parce que la défense est exceptionnelle. Donc là, en l'occurrence, ils ont une garantie pour les playoffs. Question suivante, Raphaël. Question de G-Football. Goodell aura-t-il les couilles de donner le trophée de MVP à Brady? Il a dit couilles. Faut rappeler que c'est pas lui qui donne le trophée. Enfin, c'est les journalistes. Non, mais on parlait peut-être de la remise. J'avais fait l'allusion sur Twitter. Ouais, après, j'y ai pensé qu'après, mais c'est les NFL Honors. Maintenant, ils font une soirée de gala, etc. Donc, c'est pas Goodell souvent. Non, par contre, pour rester dans l'esprit, on pourrait demander à Kevin Falk de le remettre à Tom Brady. Ça pourrait être pas mal. Il serait content, lui. Mais c'est vrai que je crois que maintenant, avec leurs cérémonies, là, c'est des mecs qui sont appelés. C'est comme les Oscars, quoi. Question, Grégory. Alors, question assez longue de la part de Skyfox. Quand on connaît les probabilités élevées que les Patriots ont d'aller jusqu'au Super Bowl, Bill Belichick n'aurait-il pas plus intérêt
N'avait-il pas plus intérêt de garder donc Chandler Jones et Jamie Collins Bon voilà, en gros c'est pour résumer la question parce qu'après il y a de nombreuses probabilités qu'il Mais alors le trade de Jamie Collins, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas fait de séquence actu, on aurait pu. D'ailleurs, à l'heure où on enregistre, il n'y a pas eu d'autres trades, donc voilà, s'il y en a d'autres, on en parlera jeudi, on fera une petite séquence news jeudi. Mais Jamie Collins qui part contre un choix du troisième tour, il avait été drafté au deuxième, donc pour une fois pas de profit pour Bill Belichick. Clairement, ils avaient peur de le perdre pendant la free agency parce qu'ils voulaient un gros contrat. Est-ce qu'il fallait le garder pour faire un run ? Moi, je suis assez pas dubitatif parce que ça a déjà fait ses preuves, mais ok, il pense avec un coup d'avance. Pourquoi pas ? L'année où il trade Mankins sur la ligne offensive, il gagne le Super Bowl derrière. Donc voilà, ils ont donné tort. Après, c'est quand même un joueur qui était dans le système, qui connaissait, qui marchait bien. Ouais, c'est surtout que ce que je trouve bizarre, c'est que tu peux le garder jusqu'à la fin de la saison et obtenir un compensatory pick à la draft qui serait, qui pourrait, pour un joueur comme en tout cas Collins, pourrait valoir un début de un quatrième tour, voire peut-être même un troisième dans certains cas. Moi, je l'aurais gardé maintenant. C'est quoi ? C'est un troisième tour la troisième, compensation ? je l'aurais gardé aussi. C'est vrai que si c'est un deuxième comme avec Chandler Jones l'année dernière, tu peux comprendre qu'il le lâche. Non, c'est un troisième là. Donc c'est plus compliqué. T'enlever un atout pour juste un tour ou deux de draft. Parce que c'est le jeu de perdre des mecs à la free agency de temps en temps aussi, quoi. Cette aversion permanente de dire on va le perdre, on l'échange. Des fois, je trouve que ça va un peu trop loin. Bon. D'ailleurs, juste une petite aparté, Andre Johnson a pris sa retraite, on va pas parler non plus dans le truc. Il part en cours de route, il était chez les Titans, d'ailleurs, Andre Johnson. Est-ce que c'est... J'aurais compris qu'il parte l'an dernier quand il était chez les Colts, c'est que tout tournait au vinaigre. C'est un peu bizarre au milieu de la saison, quand même, non ? Peut-être que son corps, physiquement, il ne suit plus. Et visiblement, il y a une malédiction sur les anciens Texans, parce qu'une semaine après Arian Foster... C'est vrai que tout le timing est bien choisi. Ouais, tout le monde se barre en cours de route. Bon, en tout cas, grand joueur, en tout cas. Fidel Gastro qui nous demande, jamais 203, quel sera le prochain match de la saison à se finir sur un match nul ? Bon, ça, c'est très dur à dire, évidemment. Ce sera un match avec Los Angeles, forcément. Ouais, le Rams... Les cotes sont à 12 chez Unibet. Pour les matchs nuls, j'y ai pensé à l'autre jour. Question complémentaire, si ça arrive en play-off, comment on est censé faire ? Alors, on a eu plusieurs fois la question, play-off, prolongation, on joue jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Et là, si à la fin de la première, il n'y a rien, et on en fait une deuxième. Il n'y a pas le choix, et jusqu'à épuisement. Donc au bout d'un moment, il y en a bien un qui se couche, et il y a quelqu'un qui va dans la end zone, quoi. Question suivante, allez, on en fait une dernière chacun, Raphaël ? Alors, du coup, question de Jolly Jump. Alors, Alain, est-ce que tu repasses dans la team Marcus Mariota ? Ouais, team Marcus. Je n'étais jamais vraiment parti très loin. Grégory. Bon, c'est pas moi qui choisis les questions, je les prends vraiment au hasard. Matt Ryan, top 5 quarterback, question de Falcons 288. Non. Dis-nous ce que tu en penses. Top mais... 6. non, il est pas dans le top 5. Déjà, Brady, Breeze, Rodgers, Luck, Philip Rivers, Big Ben, en fait déjà 6. Donc il n'est pas top 5. Top 10. Oh, bah oui, quand même, top 10. Ouais. Ah si. Comment il tente, Raphaël, pour que tu balances une saloperie. Top 10, non je cherche le tweet Clash Buzz. Hawks The 12, crise à Seattle, oui ou non ? Devrait-il lâcher leur deuxième tour de draft 2017 pour Joe Thomas ? Et pensez-vous qu'il pourrait sauver la O-line de Seattle ? Combien d'années encore lui reste-t-il au meilleur niveau à Joe Thomas ? Je pense qu'il devrait virer Pete Carroll. Alors là, tweet Clash Buzz. Tweet Clash Buzz. Une défaite, il devrait virer Pete Carroll. Ouais, ok, là on est dans la polémique totalement gratuite. on va titrer le podcast d'aujourd'hui. Pete Carroll en danger. Pete Carroll en danger, point d'interrogation. Non, mais plus sérieusement, le trade de Joe Thomas, on en a parlé, je crois, la semaine dernière pour eux et les Vikings. Je trouve les équipes NFL tellement frileuses sur les trades. Enfin, quand t'as une équipe comme ça qui est tellement bien bâtie. Qu'est-ce que tu vas perdre un deuxième tour sur un pseudo receveur qui sort d'une fac obsolète qui percera jamais au haut niveau. Là j'ai un peu les deux extrêmes parce qu'on a notre spécialiste draft d'un côté de la table avec Grégory et Raphaël qui a un mépris total pour le truc qui dit qu'est-ce qu'ils nous font chier avec leur truc tous les ans là, à choisir des mecs qu'on connaît pas, qui ont 12 ans, qui jouaient dans des facs, je te raconte pas. Non mais enfin, moi, tu peux me dire ce que tu veux, mais les Seahawks, en plus, le deuxième tour, il va être loin. Ça va être un 65e pick, un truc comme ça. Vu qu'il y a 32 équipes dans la ligue, 65, ça fait 3e. T'as compris l'idée, quoi. Bon, 50e pick. Entre un 50e pick pour prendre le meilleur left tackle de la ligue, enfin, un des 3 meilleurs,
qui a encore Je te 50 taquine, mais on est football. d'accord. Je pense que tous les jours, je le fais. Moi, je pense qu'il y a une problématique qu'on oublie un petit peu, et si on prend l'exemple de Seattle, ça peut être un obstacle, c'est le salary cap. Prendre Joe Ça, Thomas, par contre, oui. moi je rejoins Raphaël à 200%. Forcément, prendre Joe Thomas quand on a actuellement la ligne offensive des Seahawks, on Ouais, peut lâcher un quelle premier, place, un deuxième, un troisième oui, tour. oui. C'est vrai. Après, quand on est un peu limite sur le cap, c'est C'est vrai qu'il faut plus compliqué. étudier. Pour le coup, pour les Seahawks, j'ai pas les chiffres en tête du. Mais enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal de cas où c'est faisable, où tu peux te démerder pour avoir des contrats Oui, tu moins remanies longs des sur une contrats, année, des tu trucs peux comme remanier. ça. Et je trouve les équipes NFL un peu frileuses sur les trades quand même. Je suis assez d'accord là-dessus aussi. Allez, on passe au match du jeudi. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Petite interlude que j'aime bien. Oui, commentaire bidon. Voilà. Le match du jeudi, semaine 9, Buccaneers Falcons. Mais dis donc, tu es gâté, il y a du Eh Falcons à tous les étages, Grégory, aujourd'hui. Buccaneers Falcons, donc Atlanta à la première attaque et Tampa a pris 600 yards contre les Raiders. Ça s'annonce plutôt bien. Ça s'annonce plutôt bien. Après, il faut rappeler que Atlanta, de manière assez inextricable, avait perdu le C'est match aller à domicile. Donc, c'est vrai que Tampa Bay réussit pas trop. Depuis l'arrivée de Dan Quinn, je crois qu'ils ont trois défaites contre Tampa en 3 matchs. Donc, je suis pas particulièrement emballé sur ce match-là pour les Falcons. En tout cas, on a la 25e défense pour les Falcons, la 26e pour les Buccaneers. Raphaël, ça nous promet une belle soirée de points. Oui, ça peut être une belle soirée de points. Après, le match du jeudi soir, des fois, a tendance à nous révéler des... En plus, en choc de division, c'est toujours pareil. Tu peux avoir des petites surprises, mais je pense quand même que ces Falcons sont favoris de ce match pour l'attaque. Ah bah là, favoris, ils sont favoris. Oui. Petite note importante, faut pas oublier que le coordinateur défensif de Tampa Bay est l'ancien head coach d'Atlanta, donc il connaît très bien Matt Ryan, Devonta Freeman, je vois pas dans ce système-là, mais en tout cas, il peut éventuellement avoir quelques billes pour faire déjouer l'attaque d'Atlanta. Après, Tampa Bay, C'est Mike Smith le... Oui. Ah oui, c'est Mike Jacques Smith. Rogers s'est blessé, le coureur de Tampa s'est blessé. On n'est pas encore sûr qu'il puisse jouer jeudi. Enfin, pareil, si les Buccaneers, après Doug Martin, Charles Sims, si Jacques Rogers ne joue pas, je sais pas avec qui ils vont courir. Bon, je suis plutôt enclin quand même à penser que les Falcons vont le faire. Avantage Falcons, donc pronostic. Falcons. Falcons. Et puis on demandera à Raoul d'ailleurs Oui. ce qu'il voulait dire. Il avait qu'à être là, sinon on lui mettra 0. Tiens. rattrapé, Mais on peut Joachim m'a déjà envoyé les scores, on en parlera jeudi. rattrapé. Mais c'est très serré ces pronostics cette saison. Donc il faut qu'on pense aux gages. On a dit là, on va se mettre une deadline. Moi j'aimerais bien qu'on trouve un truc qu'on peut faire au Hard Rock Café parce que la dernière fois les gens avaient apprécié qu'on fasse ça. Moi j'avais une idée de proposition, je l'avais noté tout à l'heure. Une personne qui vous proposait de traverser la gare du Nord ou l'aéroport Charles de Gaulle à l'heure de pointe, de bout en bout, avec un ballon en mode running back. Et se faire tirer dessus par 3 militaires. Voilà. C'est un petit peu Vigipirate quand même en ce moment. Donc, je pense que ce sera le dernier gage, c'est votre ça. dernier gage en l'occurrence. Mais je pense que le défi, c'est pas un gage, c'est un défi. C'est ça. Parce que je pense que les mecs à l'aéroport Charles de Gaulle qui te voient courir comme ça dans tout l'aéroport, moi, je potentiellement pense sont... je pense qu'ils Bon, sont un peu, voilà. ils sont un peu à cran, donc ça risque d'être quand même un et peu. puis alors courir de bout en bout dans un aéroport, je pense que c'est long. déjà sur le concept, il veut votre mort. À Charles de Gaulle, il y a quand même de l'espace à couvrir, hein, donc ça peut être compliqué. On va terminer avec le petit 2-minute drill. Messieurs, doit-on apporter une assistance psychologique à Jamie Collins après son transfert de New England à Cleveland? Le pauvre, franchement, c'est dur quand même. Quelle note pour le costume de colonne vertébrale de Tony Romo? C'était pas mal ça quand même. C'était génial. C'était pas mal. Il y avait le petit pansement et tout ce qu'il fallait, c'était mignon. Jarvis Landry pense qu'il est le meilleur receveur NFL. Est-ce qu'il n'est pas sous-coté? Il est un peu sous-coté quand même. Oui, il est sous-coté. Il n'est pas le meilleur. Il Non. est pas sous-coté. Jim Harbaugh est mieux payé à Michigan que tous les coachs NFL. Est-ce qu'il reviendra un jour en NFL, l'ami Jim? Oui. Je pense que ouais. Je l'aime, Jim. Je veux qu'il revienne. Est-ce que John Fox sera viré par les Bears à la fin de la saison? Ce serait quand même une super ironique que Cutler reste et Fox parte d'ailleurs. Non, tu vois, je pense pas. Maintenant que j'y pense. Quel sera le prochain joueur échangé par les New England Patriots? Parce que c'était pour dire qu'il y a quand même n'importe qui peut y passer. Ouais, c'est vrai. Bon, ils t'échangeront Devin McCourty comme ça. Et, Tiens, il y a un gros, hein, c'est un pro bowler, Allez, moi je suis chiche, sur le le Gronk. prochain. le mec Belichick en mode franchement, mental. Garoppolo. Je pense que à Garoppolo, Oui, c'est Garoppolo, très changé. probable. Et je pense, je sais pas pourquoi j'ai cette image dans ma tête d'un Belichick hyper froid derrière son bureau qui reçoit un coup de fil où on lui dit
3 premiers tours pour Brady. Et le mec fait, ça marche. Ça peut se faire. Je pense qu'il a aucun sentiment. Et là, le gars se dit, je pense que je peux trouver un quarterback à la prochaine, ça marche. Dolphins Saints à Londres en 2017. Est-ce que la fiche vous plaît? Ouais. Ouais, oula, ouais, ça veut dire non, ça. Hein. Dans le langage des gens polis, ça veut dire c'est non. toujours la même chose. Après, il faut attendre de voir ce qui est fait pendant l'intersaison. Il y aura pour vraiment Jarvis Landry, saliver un c'est le peu. meilleur receveur de l'année. Non, pardon. Tu m'aurais dit Bengals Redskins l'année dernière. Je suis pas sûr que ça m'aurait C'est vraiment vrai. emballé. Bon, et après, au final, il y aura toujours Drew Brees. Il a prolongé, oui. J'ai un doute sur son contrat maintenant. Mais, Oui, voilà, t'inquiète pas, il y aura toujours Drew Brees. Il y aura quand même. Rien que pour Drew Brees, déjà, c'est un match à voir. C'est vrai, Oui. c'est vrai. Voilà. Et ils étaient déjà venus, c'était en 2008, les Saints. Ils avaient joué les Chargers. Ryan Tannehill sur l'échelle Alex Smith. Je lui mettrais un 3. Ah oui. Ouais, je lui mettrais un 3. Ok. C'est comme ça que se termine le podcast numéro 151 de chez Touchdown Actu. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end et les pronostics. N'oubliez pas ce rendez-vous plein de pronostics. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Soirée tous les dimanches avec le Red Zone et un écran géant. Et soirée ce mardi, le 8 novembre, on sera encore une fois au Hard Rock Café Paris à partir de 18h. On vous accueille. À partir de 19h30, c'est l'émission. 19h30 à 20h30, on enregistre l'émission. Et puis ensuite, on mange tous ensemble. C'est sympa. N'hésitez pas Est-ce que le à repas sera venir. sur Facebook Live avec les meilleures recettes d'Alain Mattei? On pourrait faire un Facebook Live pendant le repas. Après, je sais pas si ça intéressera les gens, mais Je sais pas si on va s'entendre. on va probablement le faire avant à 18h. On remercie en tout cas tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, sur iTunes, qui laissent des commentaires, sur SoundCloud, sur YouTube, sur partout. On vous invite à nous suivre sur Twitter, @NFLActu, @Raphaël_TDA, @Yellow Radiosa, @Camille Saraben, @Raoul VDG qui n'est pas là, @Alain Mattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On vous souhaite une très bonne semaine à tous. On vous dit à jeudi. On vous laisse avec cet excellent morceau qui s'appelle Festival Song de Jeff Rosenstock. Oui, j'ai envie de faire de la promo aujourd'hui. C'est un petit artiste indépendant qui vient de New York. C'était l'instant inrecuptible. Allez, très bonne semaine à tous. Ciao, ciao. It feels completely ridiculous that I'm a willing participant, gazing at the purples and pinks in the shadow of a bank sponsored skyline. Unite against the establishment while drunk and transmit the images to a server farm in the valley for a culture that'll eat its own inside. Oh, it wouldn't be a fan if you were it was something. It wouldn't be a fan if you were it was something. It wouldn't be a fan if it wasn't worth it. If you didn't have something to think. Hold on, look at the billboards that smother the air till you can ignore them. And glamorize department store crust punk chic. Things trending up in its fashion week, but this is not a movement, it's just careful entertainment for an easy demographic in our sweatshop denim jackets. And we wonder what just happened when the world becomes Manhattan, where the base of the apartments is so